La vidéosurveillance existe depuis les années 1920 et la technologie a été perfectionnée dans les années 1940. Depuis lors, les caméras de vidéosurveillance font partie de notre vie quotidienne et elles surveillent tout ce que nous faisons. Dans les enquêtes policières, la vidéosurveillance est un indice précieux, car de nombreux criminels ne se rendent pas compte du nombre de caméras qui les surveillent à tout moment. Numéro 10. Nathalie McNally, âgée de 32 ans et originaire de Lurgan, en Irlande du Nord, avait récemment découvert qu'elle était enceinte en novembre 2022. Stephen McCulloch, son petit ami, et leur famille étaient ravis de cette nouvelle. Seulement un mois plus tard, Nathalie a disparu, déclenchant l'une des affaires les plus complexes d'Irlande du Nord. Stephen et Nathalie se sont rencontrés à l'été 2022 sur une application de rencontre et ont immédiatement accroché. Stephen était créateur de contenu et streamer sous le nom de VortexAxon07, où il réalisait des vidéos sur Doctor Who et se diffusait en train de jouer à des jeux vidéo comme la franchise GTA. Avec environ 40 000 abonnés, il était bien parti pour se faire une place dans sa niche. Pendant sa brève relation avec Nathalie, Stephen a continué à publier du contenu, espérant qu'un jour cela rapporterait assez pour faire vivre la famille. En quelques mois, sa chaîne et ses directs sont devenus des preuves clés du crime qu'il voulait cacher. Le 18 décembre 2022, Stephen a lancé sa chaîne YouTube et a commencé un live de 6 heures où il jouait à GTA Vice City, mais ses spectateurs ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Habituellement, il échangeait avec sa petite communauté fidèle, mais ce soir-là, il a expliqué qu'il ne pouvait pas leur parler à cause de problèmes techniques. Un jour plus tard, le 19 décembre 2022, Stephen a reçu un appel de la Gardaí lui annonçant que sa petite amie, Nathalie, avait été retrouvée décédée chez elle. La nouvelle a choqué la petite communauté de Lurgan et la chasse à la personne responsable a commencé. Quelques heures après le début de l'enquête, des images de vidéosurveillance ont montré un homme étrange s'approchant puis quittant la propriété de Nathalie. La scène du crime ne montrait aucun signe de lutte, ce qui leur a indiqué qu'elle avait probablement été attaquée par quelqu'un qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance. Stephen est devenu leur principal suspect, mais il y avait un problème. Il était en direct sur Internet quand Nathalie a été attaquée. Mais Stephen cachait un secret. Les équipes de criminalistique numérique ont découvert que le direct avait été préenregistré 4 jours plus tôt, expliquant son absence d'interaction avec le public. Avec ces informations, les enquêteurs ont revu la vidéosurveillance et ont reconnu Stephen. Cela a été confirmé par les témoignages des témoins et par le fait que son téléphone était resté inactif pendant plusieurs heures avant l'attaque. En février 23, Stephen a été arrêté et inculpé pour l'attaque contre Nathalie. Pour la famille de Nathalie, obtenir justice n'a pas été facile. Les avocats de Stephen ont déposé plusieurs requêtes pour accélérer le procès. Enfin, en mars 2006, un jury s'est réuni au tribunal pour entendre l'affaire et rendre sa décision. Un peu plus de 2 heures après le renvoi du jury, celui-ci est revenu avec son verdict. Stephen McCulloch a été reconnu coupable d'agression sur sa petite amie enceinte. En juin 2006, il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 31 ans. La famille de Nathalie s'est battue longtemps et avec acharnement pour que justice soit rendue, et ils veulent que Nathalie soit rappelée pour la personne qu'elle était de son vivant. Son frère Neil a déclaré à la BBC qu'elle était la meilleure sœur du monde, avec un cœur en or. D'autres l'ont décrite comme un rayon de soleil qui aimait tout le monde. Si vous ou une connaissance subissez des violences domestiques, de l'aide existe. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez appeler le 1-807 199 7 1233. Au Royaume-Uni, composez le 08 08 2000 00 247. Canada, composez le 1-870 0970 0420. Irlande, composez le 1-800 341 90 ou contactez votre refuge local pour plus d'informations. Vous n'êtes pas obligé de faire cela seul. Numéro 9. Athènes, en Grèce, abrite 600 000 personnes et c'est le centre de la culture et de l'histoire grecque. Les rues d'Athènes, riches de millénaires d'histoire, attirent chaque année des millions de touristes. En 2026, Athènes ferait la une des journaux pour une raison très différente. Le 28 avril 2026 a commencé comme n'importe quel autre jour dans ce pays baigné de soleil. Les enfants allaient à l'école tandis que les adultes se pressaient dans les rues pour débuter la journée de travail.
La matinée passa, la circulation baissa, seules les rues restaient occupées principalement par des touristes. Vers midi, de fortes détonations ont été entendues provenant du quartier de Keramikos. Cela a été suivi par un flot d'appels au 112, le numéro d'urgence en Grèce, alors que les gens fuyaient pour sauver leur vie. Selon des témoins, ils ont vu un homme en imperméable dissimulant une arme à feu. Quelques secondes plus tard, il a ouvert le feu sur des employés et civils dans le bâtiment de la Fondation nationale de sécurité, l'agence chargée des retraites. Un employé avait été blessé à la jambe en mettant ses collègues et les clients à l'abri. En quelques secondes, l'homme a quitté le bâtiment, a appelé un taxi et est parti. Sa prochaine cible confirmée était la cour d'appel du quartier Ambeloukopi de la ville. Ayant caché son arme, il a franchi la sécurité sans encombre et tiré sur les greffiers du tribunal. D'autres appels ont été passés, et soudainement, la police grecque s'est retrouvée dispersée entre deux scènes de crime. 5 personnes, un homme et 4 femmes, ont été blessées, mais grâce aux verres de sécurité et à leur réactivité, elles ont échappé à des blessures graves. Après avoir sécurisé les lieux et secouru les victimes, la police d'Athènes a lancé sa chasse à l'homme. L'homme ayant attaqué des bâtiments gouvernementaux, la police savait disposer de nombreuses preuves vidéo utilisables. Les équipes de lutte contre la cybercriminalité ont passé des heures à analyser les caméras en ville pour reconstituer la trace numérique des déplacements des suspects. Quelques heures après l'attaque, des images ont été diffusées aux médias et les signalements ont rapidement afflué. Ce soir-là, la police d'Athènes a annoncé qu'un homme de 29 ans avait été arrêté en lien avec les attaques. Les images de vidéosurveillance montraient clairement l'homme entrant dans le premier bâtiment avant d'appeler un taxi et de s'enfuir. La police a utilisé des témoignages et des preuves médico-légales pour arrêter le suspect. L'identité du retraité n'a pas été révélée aux médias et son mobile reste inconnu. Des sources rapportant que l'homme a lancé des enveloppes sur place et a dit aux victimes qu'elles étaient sa raison. Cela reste purement spéculatif. Cependant, certains en Grèce ont suggéré que les faibles taux de pension pourraient avoir influencé son acte. Les infractions liées aux armes à feu sont rares en Grèce par rapport au reste du monde. Et en 2023, ils ont enregistré 0,33 homicides par arme à feu pour 100 000 habitants. La Grèce permet la possession privée d'armes sous conditions strictes de licence. L'affaire contre le retraité est actuellement en cours, la police restant très discrète sur la manière dont les poursuites et la sanction vont se dérouler. Numéro 8. Henry Novak, âgé de 18 ans, était un jeune homme brillant et prometteur. À l'été 25, il venait d'être accepté à l'université de Southampton pour étudier la comptabilité et la finance. Quelques mois plus tard, la police britannique lançait l'une des plus grandes enquêtes du Royaume-Uni. En décembre 25, Henry avait commencé à s'adapter à sa nouvelle vie d'étudiant. Il allait au pub, se faisait des amis venus de tout le pays et préparait une délicatesse d'étudiant, des nouilles ramen. Le 3 décembre était un jour ordinaire pour Henry. Il a fini son dernier cours, fermé ses cahiers et commencé à faire ses valises pour Noël. Ce soir-là, Henry et l'équipe de football de l'université ont convenu de se retrouver dans leur pub local pour célébrer le fait d'avoir survécu à leur premier trimestre en tant qu'étudiant universitaire. Les boissons coulaient à flot, les gens discutaient et tout le monde parlait de ses projets pour Noël. Vers 11h du soir, la vidéosurveillance a capté Henry entrant dans le pub Hobbit. Il est reparti quelques minutes plus tard sans commander de boisson. La vidéosurveillance a ensuite capté Henry retournant seul à son hébergement, son téléphone à la main. En marchant, Henry a commencé à enregistrer une vidéo Snapchat. Et alors qu'il arrivait sur Belmont Road, il est tombé sur Vikram Singh Digwa, âgé de 23 ans. La police a pu récupérer la vidéo qui montre Vikram s'éloignant de Henry pendant que Henry criait « Tu es un sale type !» Dis que tu es un sale type, vas-y. Selon les rapports, Vikram s'est retourné et a répondu « Je suis un sale type », avant d'arracher le téléphone de Henry de sa main. Après avoir arraché le téléphone de Henry, Vikram a sorti son kirpan, une lame cérémonielle portée par les Sikhs dans le cadre de leur engagement religieux, et a commencé à attaquer Henry, le frappant à la poitrine, à la jambe et au visage. Les habitants de Belmont Road ont entendu la bagarre et ont immédiatement appelé les secours après avoir vu Henry tituber dans la rue. En quelques minutes, la police du Hampshire est arrivée et a d'abord arrêté Henry, car Vikram avait signalé des propos désobligeants sur sa race et sa religion. À cause de cette confusion, les agents n'ont pas soigné Henry et la réanimation n'a commencé que 10 minutes plus tard. Les ambulanciers sont arrivés sur place peu avant minuit. Malheureusement, en raison de la gravité de ses blessures, Henry Novak a été déclaré décédé sur les lieux.
Vikram Digwa a été arrêté sur place et conduit au poste de police pour interrogatoire. Sur le trajet vers le poste, Gurpreet, le frère de la victime, a pu l'accompagner et leur conversation a été enregistrée. Gurpreet a conseillé à son frère d'invoquer la légitime défense, mais Vikram a souligné la présence de nombreuses caméras dans la rue. Après cette conversation, la police du Hampshire a réuni toutes les vidéos et établi une chronologie fiable des faits. Ils ont également pu voir le moment où Vikram a attaqué Henry, ce qui a confirmé sa culpabilité. Vikram a été averti et inculpé d'homicide plus tard ce mois-là. En mai 26, après de nombreux mois de douleur, la famille d'Henry a enfin eu l'occasion de s'adresser à Vikram alors qu'il était jugé. Lucy Ross, la mère d'Henry, a parlé de l'impact profond et durable de sa perte et de l'angoisse d'avoir dû annoncer à ses parents qu'Henry était parti. Le jury a mis un peu moins d'1 mois pour rendre son verdict coupable. Le jury a rejeté la légitime défense de Vikram et l'a déclaré coupable d'homicide. Le 1er juin 2026, Vikram a été condamné à la perpétuité avec une peine minimale de 21 ans. La police du Hampshire enquête publiquement sur l'affaire et sur les raisons de leur comportement. Le père d'Henry a évoqué l'héritage de son fils, espérant que le public se souviendra de lui comme d'un garçon heureux, espiègle, brillant et ambitieux. Il a ajouté qu'il refusait que le nom de son fils serve à créer division, haine ou tension. Henry Novak sera rappelé pour son amour du football, des mathématiques et de sa famille. Numéro 7. Les affaires John et Jane Doe sont souvent les plus difficiles à résoudre, car les enquêteurs doivent non seulement découvrir qui est responsable de leur décès, mais aussi qui ils sont. Les affaires de personnes non identifiées aux États-Unis attirent le plus l'attention, car le système comme Namnabus est très organisé. De nombreuses affaires provenant du monde entier mériteraient tout autant notre attention. La Saint-Valentin est une journée d'amour et de célébration, que ce soit avec votre partenaire ou vos amis. Pour les agents de Melbourne, en Australie, leur Saint-Valentin débutait différemment. À 11h, la police de Melbourne a répondu à un appel depuis la rivière Merriwalong, près de la rue Canning. Des passants ont vu le corps d'un homme flotter dans l'eau. À leur arrivée, ils ont trouvé l'homme inconscient. Malgré tous leurs efforts, les premiers intervenants n'ont pas pu sauver sa vie et il a été déclaré décédé sur place. Au moment de la publication, la cause du décès n'avait pas été rendue publique, mais la police de Melbourne cherchait activement à établir son identité. Selon les rapports, l'homme était blanc, âgé de 21 à 50 ans, avec des cheveux foncés et une pilosité faciale. Il avait plusieurs tatouages distinctifs, Mom 1964 à 2006 sur son avant-bras droit et Mr. Horsepower sur son avant-bras droit, ainsi qu'un contour de flamme sur son bras gauche et un personnage de style pivert laineux sur la partie extérieure de son bras droit. Il a été retrouvé avec un t-shirt foncé avec Barber écrit sur le devant, un jean noir, une ceinture cloutée, des chaussettes noires, des baskets blanches et un collier en argent. L'homme ne portait aucun document d'identité, ce qui a entravé le processus d'identification. Lors de leur enquête, la police de Melbourne a découvert un indice déroutant. Le 8 février, 26 à 20h10. On peut voir l'homme marcher sur Duke Street, à Sunshine North. Ces images ont été prises 6 jours avant la découverte du corps et les enquêteurs veulent retracer ses déplacements avant sa mort. Les images de vidéosurveillance, les reconstitutions numériques et les photos ont été diffusées aux médias, mais aucune piste n'a été trouvée jusqu'à présent. Peu de détails sont connus dans cette affaire, faute d'informations policières. Le tatouage Moom sur son avant-bras est peut-être le meilleur indice. Les enquêteurs peuvent consulter les dossiers des femmes correspondant à ces dates pour vérifier si elles ont des fils vivants. Au 26 juillet, la police de Melbourne ne sait toujours pas qui est cet homme. Il mérite de retrouver son nom et d'être enterré avec sa famille, selon leurs croyances. Toute personne ayant des informations sur l'affaire John Doe de Melbourne est priée de contacter le poste de police d'Avondale Heights, de la police de Victoria au +0 3937 67 ou de leur envoyer un email via le lien ci-dessous. De plus, si vous souhaitez rester anonyme, vous pouvez contacter Crime Stoppers Australie au +03 1 803 0 ou visiter le lien ci-dessous. Numéro 6. Nancy Guthrie était décrite comme une femme brillante, vive et indépendante, et elle avait travaillé dur pour élever ses 3 enfants. Sa fille, Savannah Guthrie, est devenue une journaliste superstar écrivant pour NBC News et MSNBC et a même été correspondante à la Maison-Blanche sous les administrations Bush et Obama.
En 2026, Nancy profitait de sa retraite bien méritée et vivait seule dans le quartier aisé de Catalina Hills à Tucson, en Arizona. Catalina Hills compte environ 50 000 habitants et au fil des ans, Nancy s'était liée d'amitié avec de nombreuses personnes de cette ville. Tous se connaissaient et se sentaient en sécurité. Le 31 janvier 2026, Nancy est rentrée chez elle après avoir passé la journée avec sa famille. Le lendemain dimanche, Nancy, habituellement fidèle à sa foi, n'a pas assisté à la diffusion en direct de l'église Cornerstone, ce qui a inquiété la congrégation. Nancy assistait en personne dès que possible, mais son âge avait entraîné des douleurs chroniques et d'autres soucis de santé. À l'ère moderne, son église était accessible en ligne et elle suivait toujours les sermons. Sa famille a rapidement remarqué son absence et s'est rendue chez elle pour vérifier son état. À leur arrivée, ils ont trouvé la maison vide et ont appelé le 911. En quelques minutes, le bureau du shérif du comté de Pima est arrivé sur place et l'enquête a commencé. Les enquêteurs ont fouillé la maison à la recherche de Nancy, mais ils n'ont trouvé aucune trace d'elle. Au départ, ils pensaient qu'elle avait peut-être eu une urgence médicale, mais aucun de ses voisins ne se souvenait l'avoir vue ce jour-là, ni l'avoir entendue appeler à l'aide. Le plus inquiétant est que son téléphone, son sac à main et d'autres objets étaient restés dans la maison. Si elle était partie volontairement, elle l'aurait fait dans la précipitation, mais les enquêteurs doutaient de cette théorie en raison de ses douleurs chroniques et de sa mobilité réduite. La disparition de la mère de Savannah, vu sa notoriété, est vite devenue virale sur les réseaux sociaux. Les gens ont donné leur avis sur la situation et beaucoup ont spéculé, ce qui n'a fait qu'ajouter à la douleur de la famille. Quelques jours après le début de l'enquête, le FBI a rejoint les recherches et l'affaire est passée d'une disparition à une enquête pour homicide. Le FBI a trouvé des images de vidéosurveillance des caméras du domicile de Nancy et des environs. Les images récupérées des premières heures du 1er février 2026 montraient un homme portant une cagoule, d'autres vêtements épais et un sac à dos. Le FBI a aussi indiqué que l'homme avait une arme à la ceinture. Le suspect non identifié faisait attention à détourner son visage de la caméra, mais il n'a pas réussi à le cacher complètement. Les enquêteurs ont aussi examiné les vidéos des médias dont les caméras avaient enregistré un indice clé. Sur certains plans, une traînée rouge serpentait depuis la porte d'entrée de Nancy. Les images et les vidéos de vidéosurveillance de l'homme ont été diffusées aux médias. Peu après la disparition de Nancy, sa famille a reçu plusieurs lettres de rançon. L'une des lettres exigeait plusieurs millions de dollars pour sa libération, précisant que l'argent devait être envoyé en crypto-monnaie. En juin, le FBI a conclu que les lettres de rançon étaient fausses. Une tentative maladroite d'escroc voulant exploiter la douleur de la famille à des fins lucratives. Malgré toutes les images disponibles, aucun indice n'a été trouvé dans l'affaire de Nancy. Les autorités croient à un enlèvement, mais l'auteur et le mobile restent un mystère. La famille de Nancy espère qu'elle reviendra saine et sauve chez elle. Toute personne ayant des informations est priée de contacter la détective Regina Manzanedo du bureau du shérif du comté de Pima au 520-35-1460 en mentionnant le numéro de dossier 260201080 ou le bureau du FBI à Phoenix au 6234619 ou en ligne sur tips.fbi.gov. Numéro 5. Sally Grace Contarino, âgée de 26 ans, s'est envolée pour le Nevada en juin 26 pour réaliser un rêve. Sally, originaire de Melbourne en Australie, avait travaillé des mois pour financer un voyage solo aux États-Unis, prévoyant de traverser la Californie et le Nevada. Juste un jour avant la date prévue de son retour, elle a disparu et maintenant les enquêteurs travaillent pour la retrouver. Début juin, Sally a pris l'avion de chez elle vers les États-Unis pour débuter son voyage solo. Tout était comme elle l'espérait et elle attendait ce voyage avec impatience depuis longtemps. Lorsqu'elle a atterri, elle a envoyé un message à ses amis et à sa famille pour leur dire qu'elle allait bien. Elle a commencé son voyage en Californie, s'arrêtant à tous les sites célèbres et envoyant plein de photos à sa famille. Quand elle a terminé là-bas, elle est partie pour le Nevada, plus précisément Las Vegas, le terrain de jeu du monde entier. Le 19 juin, 2 jours avant son vol de retour, elle a envoyé un message à ses amis qui disait « Je m'apprête à gravir Lone Mountain, puis je rentre chez moi. Je prends l'avion demain. » Sally a terminé sa randonnée sans incident et est revenue au centre-ville de Las Vegas. Le 21 juin, les proches de Sally l'attendaient à l'aéroport de Melbourne. Mais après le passage du dernier passager, sa famille a compris qu'il y avait un problème. Ils ont appris auprès de la compagnie aérienne que Sally n'était jamais montée dans l'avion.
Ses parents ont aussitôt contacté la police de Las Vegas pour signaler la disparition de leur fille et lancer une enquête. La police a retracé ses derniers pas et trouvé des images de vidéosurveillance du 19 juin. Les images montrent Sally au Timbers Bar and Grill, où le personnel a indiqué qu'elle y est restée environ 2 heures. Elle semblait heureuse et ravie à l'idée de rentrer chez elle le 21. Après son repas, elle a quitté le bar et grill à pied. D'autres images de vidéosurveillance l'ont filmée alors qu'elle retournait à l'auberge du bungalow situé au 1236 boulevard Las Vegas. Plus tard ce jour-là, le 20 ou le 21 juin, les rapports ne sont pas clairs à ce sujet. Sally a informé le personnel de l'auberge qu'elle reviendrait prendre ses bagages après avoir pris un bus pour le mont Charleston, au nord-ouest de Las Vegas. On ne l'a plus vue ni entendue après cela. Lorsque la police de Las Vegas est arrivée à l'auberge, elle a pu récupérer ses bagages et d'autres effets personnels. Ils ont aussi constaté que son billet de bus pour Los Angeles, où elle devait prendre l'avion, n'avait pas été scanné. Des parties du mont Charleston ont été fouillées avec des chiens, mais ils n'ont rien trouvé. Ces derniers jours, une vidéo alarmante de Sally a fait surface en ligne. La vidéo datée du 17 juin montrait Sally abordée par un dragueur devant un 7-Eleven sur Boulder Highway. L'homme, dont on ne connaît pas le nom, s'approche de Sally et tente de l'inviter à sortir, ce qui pousse Sally à refuser car elle a un petit ami. La police de Las Vegas enquête actuellement sur la vidéo et sur l'homme qui l'a filmée, mais on ne sait pas pour l'instant s'il a un lien avec sa disparition. Dans un communiqué, la police de Las Vegas a déclaré que Sally était une adulte disparue en danger, précisant qu'elle pourrait être en détresse émotionnelle grave ou nécessiter des soins médicaux. La police n'a pas expliqué pourquoi elle la croit en détresse émotionnelle ou nécessitant des soins médicaux. La vidéo de Sally devant le 7-Eleven a attiré une nouvelle attention sur l'affaire. Et bien que la vidéo ait suscité de nombreuses spéculations, il est important de rappeler que l'homme impliqué n'a pas été inculpé et qu'il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Il faut aussi rappeler l'impact émotionnel des spéculations sur les proches de Sally qui liront ses commentaires et sur les réseaux sociaux. Sally Grace Contarino est décrite comme une femme blanche aux cheveux et aux yeux bruns, mesurant 1,65 m et pesant environ 59 kg. Elle portait un sweat gris et bleu, un short en jean et des chaussures noires et blanches lors de sa dernière apparition. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le département de police de Las Vegas au 702-8282-907 en mentionnant le numéro de dossier LLV 2606000083886 ou de leur envoyer un email à l'adresse indiquée ci-dessous. Numéro 4. L'Écosse, le pays du haggis, des kilts, des cornemuses et de certaines des personnes les plus sympathiques que vous rencontrerez jamais. Quand on pense aux gangs et aux familles criminelles, si l'on n'est pas originaire d'Europe, il ne nous viendrait peut-être jamais à l'esprit de considérer l'Écosse comme un foyer pour ces groupes. En 2026, une longue rivalité entre deux des plus grandes familles d'Écosse a finalement atteint son paroxysme. Tout a commencé le 2 mars 2025 lorsqu'une voiture a été retrouvée incendiée à Édimbourg. Les jours suivants, des entreprises à Édimbourg et Glasgow ont été la cible de vastes attaques incendiaires. Le 4 avril, une maison sur Hay Drive à Édimbourg a été incendiée vers 1h20 du matin. L'incendie était si violent qu'il a gagné la propriété voisine. Heureusement, les pompiers ont maîtrisé l'incendie et personne n'a été blessé gravement. Durant le mois suivant, maisons, entreprises et voitures ont été attaquées quotidiennement par la famille Daniel et la famille Lyon, deux des plus grands syndicats du crime du pays. Le 22 mai, la violence a augmenté lorsqu'un homme de 55 ans a été attaqué à son domicile à Glasgow. Des témoins oculaires se sont souvenus avoir vu 4 ou 5 hommes sortir d'un Range Rover noir pour lancer leur attaque avant de repartir en voiture. La police écossaise savait qu'elle devait maîtriser les attaques, alors elle a lancé l'opération Portulish. Lors de leur enquête, ils ont trouvé des images de vidéosurveillance montrant 3 hommes incendiant des maisons à Glasgow et Édimbourg. À la fin de 2025, 3 hommes, Marshall O'Hara, 21 ans Fraser Stewart, 22 ans et Aidan McLaughlin, 21 ans, ont tous été arrêtés en lien avec la série d'attaques entre les deux villes. Les procureurs ont affirmé avoir des images de caméras de sonnette montrant les 3 hommes versant de l'essence dans une boîte aux lettres avant de l'incendier. Le trio figurait parmi des dizaines de personnes arrêtées lors de la querelle ayant agité l'Écosse. O'Hara et Stewart ont écopé de 7 ans et 6 mois de prison, tandis que McLaughlin n'a reçu que 3 ans en raison du temps déjà purgé. Lors du prononcé de la sentence, le juge a déclaré « Comme indiqué lors de votre plaidoirie, le public n'acceptera pas ce banditisme. La querelle entre les familles s'est calmée pour l'instant, mais la police s'attend à la prochaine flambée. » Numéro 3.
Le 21 mai 2026, la police de Ho Chi Minh Ville au Vietnam a reçu un appel d'un petit restaurant. Les clients du restaurant avaient signalé un homicide auquel ils avaient assisté. En moins de 24 heures, la police de Ho Chi Minh Ville a résolu l'affaire grâce aux caméras de surveillance. Peu avant 22 heures, la police a été envoyée dans un petit restaurant discret situé dans les rues animées de Ho Chi Minh Ville. À leur arrivée, ils ont découvert le corps de Lorenzo Lamalu, un Australien de 24 ans. Au départ, Lorenzo semblait être au Vietnam comme touriste, mais à mesure que la police en apprenait davantage sur lui, l'affaire s'est éclaircie. De retour en Australie, le jeune homme gravissait les échelons du crime. Selon les rapports, la police pense que leur défunt, Lorenzo Lamalu, était apparemment un membre haut placé du cartel de la noix de coco, un syndicat du crime composé principalement d'hommes du Pacifique, d'insulaires du Pacifique, de Samoans, et ainsi de suite. Le nom lui-même avait autrefois été utilisé comme une insulte envers les insulaires du Pacifique, mais désormais, le groupe l'avait repris à son compte. Les équipes médico-légales ont rapidement constaté que la rue du crime était couverte de caméras de vidéosurveillance lors de leur intervention sur les lieux. Les enregistrements du 21 mai ont été récupérés et en quelques minutes, l'affaire a été résolue. Des images de la vidéo montrent deux hommes approcher Lorenzo au restaurant. En s'approchant, ils sortent une arme de leur poche et l'attaquent où il est assis. Grâce aux nombreuses preuves de vidéosurveillance, il n'a fallu que 72 heures pour procéder à une arrestation. 27 ans qui serait celui qui a appuyé sur la gâchette, et Tafia Steve, 23 ans ont été arrêtés et inculpés en lien avec l'incident. L'enquête sur les deux hommes est en cours, l'un d'eux ayant admis avoir été engagé pour exécuter le contrat. Numéro 2. Chris Bagzarian, âgé de 85 ans, était décrit comme un homme gentil qui aimait sa famille et sa communauté. Chris avait perdu sa femme des années auparavant et vivait seul dans sa maison à Sydney. Le 13 février 2026, Chris a mystérieusement disparu et des images de vidéosurveillance allaient mener la police vers les responsables. Chris suivait une routine stricte, donc quand sa famille est restée sans nouvelles le 13 après-midi, ils ont compris qu'il y avait un problème. C'était un grand-père, un oncle et un père dévoué, et sa famille savait qu'il ne disparaîtrait jamais de son propre chef. En raison de son âge, la police de Sydney a rapidement lancé une chasse à l'homme de 11 jours pour le retrouver. Lors de leur enquête, ils ont constaté des signes d'effraction dans sa maison de banlieue et ont décidé d'approfondir leurs recherches. Grâce aux caméras de vidéosurveillance et aux sonnettes vidéo, la police a obtenu des images des premières heures du 13 février. Sur les images, une voiture remplie de personnes est garée devant la maison pendant que deux hommes inspectent les environs. Les enquêteurs ont diffusé ces images pour que le public reconnaisse ces personnes ou leurs voitures. Entre-temps, la police a émis l'hypothèse que Chris avait été enlevé de chez lui vers 5 heures du matin et emmené dans un autre endroit. Les soupçons se sont confirmés quand les restes de Chris ont été retrouvés près de Sydney. Le coroner a déterminé qu'il avait survécu environ 40 heures après avoir été enlevé de chez lui. La police a mené des enquêtes et recueilli des informations du public pendant des mois. Des images de vidéosurveillance et d'autres preuves ont permis l'arrestation de plusieurs hommes liés au crime. La police de Sydney s'est adressée aux médias après les arrestations et a déclaré que Chris avait été pris pour cible dans une affaire d'erreur sur la personne. Le grand-père aimant avait été confondu avec un parent de Dimitri Stepanian, un riche homme d'affaires qui vivait à proximité. L'affaire contre les hommes suit son cours, la justice australienne préparant leur procès. La famille de Chris a fait une déclaration aux médias dans laquelle elle a dit qu'elle voulait qu'on se souvienne de lui pour la belle âme qu'il était. C'était un père, frère, oncle et grand-père dévoué. Il était profondément aimé, doux et la personne la plus gentille que nous connaissions, quelqu'un qui n'aurait jamais fait de mal à une mouche. Numéro 1. Natalia Villalobos, 6 ans, était une mannequin et influenceuse célèbre en Colombie. Elle avait accumulé plusieurs milliers d'abonnés sur Facebook, Instagram et TikTok, et elle était en train de développer encore davantage son audience. Le 3 ou le 4 juin, selon les sources, Natalia avait réservé une chambre dans un immeuble d'appartements de luxe à Bogota, la capitale de la Colombie, pour un séjour de 14 nuits. Les 13 premières nuits se sont passées sans incident, Natalia quittant son appartement pour des réunions, des dîners et explorer la ville. Le 21 juin, date prévue du départ de Natalia, est passé. On ignore si elle a quitté officiellement le complexe. Nous savons toutefois que le 22 juin, une femme de ménage est entrée dans l'appartement de Natalia et a été frappée par une odeur forte.
La femme de ménage s'est approchée de la salle de bain et a trouvé une valise laissée dans la douche. Inquiète, la femme de ménage a ouvert la valise et a découvert les restes de Natalia entassés à l'intérieur. La scène a été bouclée et la police de Bogota est arrivée pour commencer son enquête. La police a immédiatement commencé à soupçonner quelqu'un d'autre dans l'immeuble et à chercher le moindre indice. Et c'est alors qu'ils sont tombés sur des images de vidéosurveillance de Matthew Foster Smith, un médecin britannique de 46 ans en vacances en Colombie. Les images ont montré Matthew apportant des draps à la buanderie avant de sortir pour la soirée. La police colombienne a ensuite trouvé d'autres preuves montrant que Matthew était entré chez Natalia quand elle était seule. Les autorités ont également allégué que Matthew avait agressé Natalia avant de placer son corps dans la valise. Mais quand les autorités l'ont compris, Matthew était déjà parti vers le sud, en Équateur. Un mandat d'arrêt international a été émis contre lui, et le 26 juin 2026, après avoir vu les gros titres, il a accordé une interview exclusive au journal The Sun. Ce n'était pas moi. Je regardais Angleterre-Croatie sur grand écran dans un pub irlandais. Après le match, je suis allé au centre commercial. J'ai traîné, acheté une glace, puis suis revenu plus tard pour les jeux. C'est à cette période que les arrestations antérieures de Matthew ont été révélées. En 2020, il a purgé 18 mois de prison pour avoir harcelé son ex-petite amie dans le Dorset. Il avait également diffusé des images privées d'elle en ligne. En 2024, il a écopé de 2 ans de prison pour une autre affaire de harcèlement, soulevant des doutes sur le caractère aléatoire ou planifié des attaques contre Natalia. Le 27 juin 2026, juste un jour après avoir accordé son interview au Sun, Matthew a été arrêté à l'aéroport international de Quito, en Équateur, où les autorités craignaient qu'il ne tente de rentrer au Royaume-Uni. Extradé en Colombie, il a été officiellement inculpé pour l'attaque contre Natalia. S'il est reconnu coupable, Matthew risque entre 40 et 50 ans de prison. Le maire de Bogota, Carlos Galán, a écrit dans un communiqué « À Bogota, celui qui commet l'acte en paie le prix ». La mère de Natalia veut que sa fille soit reconnue pour son esprit lumineux et espère que son cas aidera à renforcer la protection juridique des femmes dans le pays. Si vous ou quelqu'un de votre entourage êtes victime de violences domestiques, sachez qu'il existe de l'aide. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez appeler le 1-800-07 997 233. Au Royaume-Uni, composez le 08 08 200 00 247. Au Canada, composez le 1-888 709 7090. En Colombie, composez le 01-872 137 ou contactez votre refuge local pour plus d'informations. Vous n'êtes pas obligé de faire cela seul.